Donc, après la conférence de la semaine dernière, l'intelligence artificielle et la société, qui était une conférence introductive aux différentes conférences que je vais faire sur le thème de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le thème, c'est l'intelligence artificielle, comment ça marche, c'est-à-dire que je vais essayer de rentrer dans quelques détails, des détails pas vraiment précis, je vous le précise tout de suite, mais quelques détails de la façon dont tout ça fonctionne. L'intelligence artificielle, le mot intelligence, l'expression intelligence artificielle, elle est née en 1956 aux États-Unis. Et Yann LeCun, ou LeCun, l'un des fondateurs de l'IA moderne, l'a défini ainsi: l'IA est la capacité pour une machine d'accomplir des tâches généralement assurées par les animaux et les humains. Quels sont les différents aspects, les différents problèmes, les différentes questions qui se posent? Le premier problème de l'intelligence artificielle, c'est de représenter les choses numériquement. Donc là, il s'agit de trouver le moyen de représenter tout et n'importe quoi numériquement. Il va falloir que les données que l'on veut traiter soient compatibles dans la façon dont elles se présentent avec les capacités de calcul d'un ordinateur. Par exemple, une image. Qu'est-ce qu'on va faire d'une image? Eh bien, il va falloir la transformer en une matrice de pixels. Un pixel, c'est un point, et on va transformer une image en tout un ensemble de pixels, avec des pixels de différentes couleurs, etc. Je vous invite à regarder certaines images, quelquefois. Certaines images, quand on les regarde de près, on distingue les pixels dont elles sont constituées. Ce n'est pas toujours le cas, mais si on agrandit certaines images, vraiment beaucoup, on perçoit les pixels. Même chose pour un texte. Un texte, il va falloir le représenter sous la forme d'une série de nombres, un vecteur de nombres, on dit, dont chacun va représenter un caractère de l'alphabet. Là, on arrive à des ensembles de données qui, rien que pour un texte d'une page, commencent déjà à être sérieusement abondants, très, très volumineux. Donc il y a ce premier problème. Je l'évoque, vous voyez, je ne rentre pas dans le détail. Dès qu'on entre dans le détail de ces choses-là, ça devient diabolique. Le deuxième problème, c'est, une fois qu'on a constitué ces bases de données, que ce soit image ou texte, ou autre chose, il faut les traiter. Pour les traiter, on va élaborer ce que l'on appelle des algorithmes. Ces algorithmes, il va revenir à des programmeurs, des programmateurs, des spécialistes, etc., de les établir. Et ça va consister à demander à une machine de faire telle ou telle chose si elle rencontre des données qui ont telle ou telle caractéristique. Mais si les données, elles ont telle ou telle autre caractéristique, il va falloir qu'elles fassent autre chose. Et tout ça, le programmeur va le dire, va l'indiquer. Il va rentrer dans un certain détail. Alors là, je m'explique. Je vais donner un exemple que je connais bien parce que je l'ai vécu personnellement. Dans les années 80, par exemple, avant l'intelligence artificielle,
nous automatisions certaines choses dans les entreprises, et moi j'étais dans une inspection académique, on automatisait un certain nombre de choses. Par exemple, la prévision des effectifs des établissements ou bien le calcul de la dotation horaire des établissements, qui débouchait ensuite sur des créations de postes ou des suppressions de postes. Bien. Je vous prends l'exemple d'un collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Combien d'élèves y aura-t-il à la rentrée de septembre 2027 dans ce collège? Combien d'élèves de 5e? Combien d'élèves de 4e? Combien d'élèves de 3e? Bon. Il faut déterminer ça, et pour le faire, vous élaborez un algorithme. Une méthode de calcul, c'est des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. C'est pas sorcier, c'est pas sorcier. Mais il y a une procédure particulière à prévoir pour le faire. Bien. Même chose pour le calcul de la dotation. S'il y a 150 élèves, combien ça va faire d'heures d'enseignement? S'il y a 200 élèves, combien ça va faire d'heures d'enseignement, etc. La caractéristique, et après je vais faire la différence avec aujourd'hui, la caractéristique de ces systèmes, c'est quoi? C'est que il y avait quelqu'un quelque part qui écrivait un programme informatique. La personne, elle prévoyait tous les cas de figure, la manière de calculer les effectifs, la manière de calculer la dotation horaire, etc. Elle calculait tout ça, elle prévoyait quelques cas particuliers, etc., etc. C'était un travail de raisonnement, c'était rationnel, tout était prévu dans le moindre détail. Bien. C'était efficace, ça permettait de calculer des prévisions d'effectifs fiables et de calculer des dotations horaires fiables. Bon. Quelle est la différence par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui? C'est que cette méthode-là, elle peut rester d'application, bien entendu. Pour la prévision des effectifs de collège, elle reste d'application, mais elle n'est plus, disons, centrale, elle n'est plus, elle ne représente plus le nec plus ultra de l'automatisation et de l'informatique, plus du tout. C'est devenu quelque chose de relativement banal qui se fait maintenant de manière coutumière et routinière. Ce que l'on a vu apparaître, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui fait appel non plus à des logiciels ou à des lignes de code, puisque un programme tel que celui dont je parle, c'est des lignes de code, il y a quelqu'un qui écrit des lignes de code pour que la prévision se fasse. Donc, on ne fait plus appel à ce genre de services, de techniques, même si elles continuent d'exister. Juste une précision, le mot algorithme, c'est un mathématicien du 9e siècle, oui, qui a... Un arabe qui a joué, je vous le confirmer, avec les chiffres, voilà, pour les mélanger, etc., pour arriver à ce que, si on a gardé le nom de cet arabe, c'est parce qu'aujourd'hui, on s'en est servi dans l'intelligence artificielle. Voilà, C'était des prémices, disons. Voilà. Alors, aujourd'hui, la caractéristique, elle est la suivante, c'est que l'intelligence artificielle, elle fait appel à ce que l'on appelle le langage machine, machine learning, apprentissage machine, machine learning. Et sa base, ce n'est plus des techniques de programmation qui sont rationnelles ou qui consistent à prévoir à l'avance tous les cas de figure. Non, sa base, ce sont les statistiques. Donc, théorie des probabilités, les statistiques. Je vous donne un exemple de changement de méthode.
Prenez par exemple le prix des appartements en fonction de leur surface. Bon. L'intelligence artificielle, vous allez voir comment elle se saisit de ça. Je vais vous donner l'exemple. Vous prenez voilà ce qu'on va fournir à l'intelligence artificielle. Le prix des appartements en fonction de leur surface. On va fournir à l'intelligence artificielle une base de données, laquelle, eh bien, une base où on va mettre en abscisse la surface des appartements, le nombre de mètres carrés, et en ordonnée le prix des appartements. On va constater dans une ville le prix de centaines de milliers d'appartements, ça va donner un nuage, donc vous aurez des milliers de points de statistiques constatées, et vous allez, le statisticien, l'intelligence artificielle vont ajuster ce qu'on appelle une droite de régression, terme technique de statistique. Cette droite, elle va être censée résumer le nuage de points. Si vous voulez, ça veut dire que vous avez telle surface, ça vous fait tel prix. Bien. Telle autre surface, tel autre prix. Bien. Voilà une première technique. On fait une correspondance, une base de données fait une correspondance sur des milliers et des milliers de données avec, entre la surface et le prix. Bien. Vous allez faire ça pour une ville, par exemple, beaucoup plus que pour un département. Un département, ça a beaucoup moins de sens. Pourquoi? Parce qu'il y a les villes et la campagne, on ne fait pas ça. On fait ça pour des villes. Bien. Néanmoins, cette technique qui nous fait déjà avancer, elle a quand même encore un petit défaut. C'est que si je prends cette surface-là qui me fait correspondre avec ce prix, oui, mais vous voyez que en réalité, ça c'est une valeur résumée donnée par la droite de régression. Dans la réalité des choses, vous voyez bien que la réalité des différents prix observés, elle va de là à là. On est d'accord, hein? C'est-à-dire une belle différence. Une belle différence. Alors, ça veut dire que l'analyse statistique telle que je la présente là, vous voyez tout de suite qu'elle a ses limites. Elle peut rendre beaucoup de services, elle réduit l'incertitude en donnant un point de repère qui est celui-là en fonction d'une surface, mais ça ne rend pas compte de la grande disparité dans la réalité entre les prix. Et donc il faut avoir accès, l'intelligence artificielle elle le fait, il faut avoir recours à d'autres techniques. Ces techniques qui sont plus complexes, c'est ce qu'on appelle l'analyse de données, analyse factorielle des correspondances, analyse en composantes principales. Je ne vous explique pas ça qui est horriblement compliqué.
mais qui va nous permettre d'expliquer pourquoi, pour une même surface, il y a des appartements qui se situent ici, d'autres là, etc. C'est une technique, par exemple, qui va nous permettre d'ajouter des critères de calcul. Et c'est là où l'intelligence artificielle va faire des merveilles, merveilles dans le détail desquelles je n'entre pas, encore une fois, mais elle va faire des merveilles, c'est-à-dire que elle va essayer de comprendre pourquoi il y a cette variation, et elle va nous dire, par exemple, qu'il y a cette variation parce qu'il y a des appartements qui sont au rez-de-chaussée et d'autres qui sont au 7e étage. Il y a des appartements qui sont éloignés des services publics et d'autres qui sont tout proches. Services publics en priorité, les écoles, et crèches, écoles, collèges. Il y a des établissements qui peuvent être proches d'un centre-ville, etc., etc., etc. Et là, l'analyse factorielle des correspondances ou l'analyse en composantes principales peuvent prendre en charge cette complication, hein, puisque là, on avait 2 variables, mais là, si on prend en charge tout ce que je viens de dire, on a tout de suite une bonne demi-douzaine. Et donc, vous voyez bien qu'avec une demi-douzaine de variables, la technique statistique, elle doit évoluer. Voilà le tournant que représente l'intelligence artificielle. Oui. Alors moi j'ai été assez surpris, je l'ai appris 20 ans après. J'ai acheté une voiture qui parlait. Et dernièrement on m'a dit que c'était l'intelligence artificielle dans ses débuts. C'est-à-dire qu'elle pouvait dire porte mal fermée, elle pouvait dire contrôlez votre réservoir d'eau, et y compris toutes les possibilités de panne. Et ça, c'était en 1992. Oui. J'avais acheté aux enchères une Renault 25. D'abord, je ne savais pas qu'elle parlait, j'étais assez surpris. Et là, j'ai jamais fait le lien. Et puis, dernièrement, on m'a dit, mais les voitures qui parlaient, etc., qui pouvaient analyser tout de la voiture, c'était fabriqué avec l'intelligence artificielle. Alors, là, je pense qu'il faut peut-être dire quelque chose. On fait un usage peut-être un peu trop, pas assez contrôlé du terme intelligence artificielle. Je disais tout à l'heure que cette expression, elle est née en 1956. Ce que tu décris, on a peut-être appelé ça de l'intelligence artificielle à un moment donné. En réalité, maintenant, on dirait que c'est de la voix humaine reconstituée. On le fait encore. Mais avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est avec des paquets de sons, voilà, hein, des paquets de sons, etc. C'est de la manipulation de données relativement lourde, relativement importante, mais il n'y a pas cette dimension de choix, de prise de décision que l'on veut mettre dans la notion d'intelligence artificielle. On va même jusqu'à dire que l'intelligence artificielle pourrait prendre notre place, etc., etc. Là aussi, sans doute qu'on exagère un peu, mais bon, le débat, je ne vais pas le trancher, mais le débat, il est lancé. Donc, dans l'intelligence artificielle, il y a cette dimension de décision, de prise de décision, d'options à prendre entre des chemins. Là, on est plus dans une manipulation certes très lourde, hein, parce que la voix, c'est un truc de fou, hein, reconstituer la voix humaine, c'est un truc de fou. Bon, mais une fois qu'on a établi une bibliothèque de sons, et ben après, en plus, s'agissant des voitures qui parlent, on établit une bibliothèque qui est somme toute limitée.
puisqu'il s'agit de gérer les portes mal fermées, les trucs de sécurité qui sont mais les problèmes aussi mécaniques et tout. Voilà, le gonflement des pneus, le niveau d'huile, des choses comme celle-là. Donc, ça gère une quinzaine, une vingtaine de situations. Bon, l'intelligence artificielle, c'est plus que ça. Hein, c'est plus que ça. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on tire la chose plus vers le côté prise de décision, mais à partir de bases de données qui, par rapport à celles de la voix humaine, sont sans aucune commune mesure. J'ai une vidéo de Sosno qui nous fait visiter ses œuvres il y a 2 ans. Ça a été fait par l'intelligence artificielle, donc comme s'il était vivant, et il parle, et en même temps on a ces sculptures qui marchent sur la promenade des Anglais. Moi j'ai participé à la première diffusion avec des scientifiques qui avaient mis ça en place, donc ils ont enregistré tout ce qu'ils ont pu savoir sur la voix de Sosno pour pouvoir commenter comme s'il était vivant aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Alors, tout ce qu'ils ont pu savoir sur la voix de Sosno, par exemple, aujourd'hui, on a par rapport à il y a 30 ans, on a des logiciels qui enregistrent la voix des gens, mais d'une personne, hein, la tienne, la mienne, etc., qui enregistrent la voix d'une personne et vont ensuite la reconnaître et la reproduire. Ah oui, ah oui, la reproduire. Voilà, donc, avant l'intelligence artificielle, et quand je dis avant l'intelligence artificielle, je dirais avant les années 2010-2020, dans lesquelles nous sommes. Hein. Les systèmes qui automatisent les tâches, ce sont des systèmes experts. Ils ont été établis par des personnes et ils automatisent des tâches. Avec l'intelligence artificielle, les systèmes automatisés sont très différents. Ils travaillent sur des bases de données, en voici une, mais dans la réalité des choses, ça c'est pas grand-chose comme base de données, même s'il y a quelques milliers de points d'appartements dans une ville, ça reste pas grand-chose. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les bases de données prennent des dimensions absolument colossales. Et donc, l'apprentissage machine, eh bien, il se charge de gérer tout ça, les droites de régression, l'analyse de données, l'analyse factorielle des correspondances, l'analyse en composantes principales. Autre chose, dans l'intelligence artificielle, on nous bassine avec une formule, les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones. Peut-être vous n'avez pas encore entendu cette expression, mais dès que vous prenez un document qui traite de l'intelligence artificielle, vous êtes confronté à cette expression. Alors là, je voudrais dire que c'est une expression piégeuse qui n'est pas légitime. Elle reflète quelque chose, elle reflète le fait que les spécialistes de l'intelligence artificielle ont un péché mignon qui est de rabattre ce qui se fait dans leur domaine de l'intelligence artificielle sur les notions, les concepts et les notions de la biologie. Petit péché mignon. Il y a déjà l'expression intelligence artificielle elle-même qui relève de ce défaut. Intelligence artificielle, l'intelligence artificielle n'est ni intelligente ni artificielle. Ni intelligente ni artificielle. Ça, c'est très important à retenir. Mais vous
vous remarquerez que dans les médias, on se tue pour nous faire croire qu'elle est intelligente et artificielle. Donc, il ne faut pas croire ce conte de fées. C'est un conte de fées qui relève de ce péché mignon. Qu'est-ce qu'un neurone artificiel? Ce que les spécialistes appellent un neurone artificiel. Ça n'est ni plus ni moins qu'une fonction mathématique. C'est tout. C'est tout. C'est un algorithme, une fonction mathématique. Disons algorithme, disons fonction mathématique, disons programme, disons, on peut dire plusieurs choses, mais neurones artificiels ou réseau de neurones, non. Mais pour autant, c'est une formule qui est très utilisée. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, on a une notion de, comment dire, de magie, c'est magique. Oui. Et on oublie que derrière, il y a ce que tu sais. Bien sûr. Alors, plus globalement, vous remarquerez que dans les médias, il y a aussi un défaut. Je sors de l'intelligence artificielle, mais un autre défaut qui est de sous-évaluer systématiquement les différences qualitatives entre le genre humain et ce qui n'est pas le genre humain. L'animal. Regardez le nombre de discussions soi-disant philosophiques pour essayer d'instaurer un continuum exagéré entre l'animal et l'homme, par exemple. Il y en a un, bien entendu, il y en a un, c'est complètement évident, mais pour l'exagérer, ou tout au moins pour sous-évaluer gravement les différences qualitatives qu'apporte le cerveau humain, le genre humain, le travail humain, etc., etc. Et là, c'est la même chose. Quand on se livre à ce genre de déviation idéologique, eh bien, quelque part, on dévalorise le genre humain, tout simplement. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi on fait ça. Et oui, c'est quand même étrange. C'est pourquoi? Ouais. Si l'être humain pouvait être rabattu sur une machine, ce serait quand même formidable. Ce serait formidable. Bien. Voilà le premier ensemble de réflexions. Si vous allez dans des documents qui parlent d'intelligence artificielle, vous avez beaucoup de chances d'être confronté à cela. Je passe maintenant à quelque chose que j'ai déjà abordé, j'y reviens. C'est quelque chose où il y a beaucoup d'automatisation, d'automatisme et aujourd'hui d'intelligence artificielle. C'est les médias et les réseaux sociaux. Alors, je vais prendre 3 niveaux de technique. Premièrement, le moteur de recherche Google. Donc, c'est pas dans le texte. Le moteur de recherche Google qui date du début des années 2000, que vous connaissez tous, donc je ne le décris pas. Comment ça se passait avant, le moteur de recherche Google? Ça, c'est intéressant à savoir. Eh bien, il y avait des personnes, une armée, des armées de personnes qui étaient chargées de mettre à jour dans les sites internet des liens hypertextes. Donc, des liens hypertextes, vous connaissez peut-être,
moi j'en mets quelquefois dans mes textes, je mets quelquefois des références qui apparaissent en bleu. Si on clique sur la référence en bleu, on arrive directement dans un site internet. Bon, c'est ça un lien hypertexte. Eh bien, avant les sites, avant le moteur de recherche Google, sur tous les sujets, ou presque, parce que là c'était très fastidieux le travail, sur beaucoup de sujets, vous aviez des armées de gens qui mettaient à jour des liens hypertextes et qui donc renvoyaient les gens de ce fait sur des tas et des tas de références. Bon. Vous imaginez le caractère fastidieux, coûteux de cette technique. Avec l'automatisation, plus encore avec l'intelligence artificielle, la technique change, c'est-à-dire qu'on analyse statistiquement, à partir de mots-clés, les documents qui sortent, mots-clés du genre République française, mots-clés, expression clé République française, quels sont les documents qui sortent. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, attention, ça nous donne beaucoup de choses. Des pages et des pages de référence. Il faut choisir. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ranger les documents qui apparaissent plusieurs milliers de fois. Vous allez les ranger en haut de votre liste. Ensuite, vous allez regarder les documents. Alors, vous avez d'abord des documents qui apparaissent 10 ou 50 000 fois. Puis après, vous avez des documents qui apparaissent 40 000 fois, 30 000 fois, 20 000 fois, 5 000 fois, et ainsi de suite. Eh bien, vous avez, pour traiter ça, des logiciels de ranking, R-A-N-K-I-N-G, des logiciels de ranking, c'est-à-dire de classement. Et la page Internet que vous allez obtenir aujourd'hui, quand vous faites une recherche, la page elle est longue, hein, elle est longue, elle peut faire 15, 20 pages, 30 pages, 40 pages, plus. Eh bien, elle est établie de cette manière. Les documents les plus cités sont en haut, et puis après, etc., etc. Vous avez vu apparaître quelque chose, à un moment donné, encore au-dessus de cette liste. Qu'est-ce qui est apparu encore au-dessus de cette liste, qui apparaît souvent dans des cartouches comme ça? C'est des pubs. Voilà. Donc, c'est des pubs qui se donnent l'air d'être des réponses à votre recherche, bien entendu. Hein. Il est question de République française, etc. Mais ce sont des pubs. C'est indiqué. Réponse sponsorisée. C'est indiqué. C'est indiqué. Vous le voyez. Hein. On ne vous laisse pas dans l'incertitude. Réponse sponsorisée. Bien. Voilà un premier exemple. Logiciel de ranking. Alors évidemment, j'ai pris comme ça les choses plus simples, mais vous pouvez avoir des critères qui viennent s'ajouter, qui vont moduler le classement des données, etc., etc. Deuxième exemple que tout le monde connaît également, Google Actualité. Google Actualité, c'est un service de Google qui agrège des documents médiatiques, hein, des documents de journaux ou de télévision, et qui vous propose, je ne sais pas moi, 3, 4, 5, 6 pages, rangées nationales, internationales, le sport, divertissement, la santé, que sais-je. Bien.
Là, c'est encore autre chose. Le logiciel qui fait ça, on appelle ça un agrégateur de contenu. Donc, vous allez... moi, j'y vais sur Google Actualité pour avoir une vision rapide. Google Actualité. Pour avoir une vision rapide de l'actualité, un peu dans tous les domaines, même si je ne vais pas sur le sport, etc. Mais je regarde actualité politique, internationale, puis pof, ça va très vite. Google a ajouté assez vite, il y a bien des années, a ajouté une fonction à son agrégateur de contenu qui est que vous pouvez demander à voir moins de certains documents et plus de certains autres. Vous pouvez donc personnaliser pour vous-même l'agrégateur de contenu. Par exemple, moi je demande à avoir systématiquement l'Humanité. J'exclus systématiquement le Figaro, etc. Bon, il faut que je rappelle de temps en temps à Google quels sont mes choix. Mais voilà, vous avez un autre exemple d'automatisation par rapport aux médias. Et puis, le troisième exemple, ce sont les réseaux sociaux. Facebook. Facebook, moi j'ai un compte, toi tu en as aussi, je ne sais pas, tu n'as peut-être pas. Bon, quand on a un compte Facebook, on a ce qu'on appelle un mur Facebook. Ce mur Facebook, il est établi par... C'est notre mur personnel, il est établi par Facebook à partir des amis que nous avons, des interactions que nous avons avec les uns et avec les autres, parmi nos amis, de telle sorte que le mur de Jean-Pierre et le mien ne sont pas les mêmes. Il y a des points communs, puisque sur son mur, j'en fais partie, et sur le mien, il en fait partie. Nous sommes amis Facebook, donc nos murs se croisent, et ils se croisent pour des tas et des tas de gens. Bien. Mais lui, il y a sur son mur des choses dont je n'ai pas idée, hein, et inversement. Alors, ça amène un nouveau type de réflexion. C'est que un mur Facebook, c'est un monde particulier, et si en plus vous accroissez le caractère particulier de ce monde en excluant des publications, etc., ce que l'on peut faire, moi je le fais régulièrement, d'exclure des publications. Dès que je repère une publication qui m'a l'air d'être de droite ou d'extrême droite, je l'exclus. Je dis à Facebook que je ne veux plus voir ce profil-là. Eh bien, ça veut dire quoi? C'est qu'on finit par évoluer dans un monde qui est devenu une bulle. Ouais. Une bulle. C'est un danger, ça. C'est un danger. C'est un danger. Voilà. Et il y a un effet inverse, c'est que l'inverse de la bulle, c'est la viralité. Sur Facebook, il y a des publications qui peuvent acquérir un caractère viral, c'est-à-dire on va les voir un nombre incalculable de fois dans la journée. On les voit apparaître. Pourquoi? Parce que il va y avoir 10, 20, 30, 100 ou 150 de nos amis qui les ont partagés. C'est aussi un danger. Et c'est un autre danger. C'est la viralité
qui surexpose un message. Ce message, quel est-il? Toute la question est là, bien entendu. Peut-être que c'est un message complètement pourri. Oui, mais ça conditionne les gens. Mais peut-être qu'il est intéressant, peut-être qu'il ne l'est pas. Je ne rentre pas là-dedans. Mais voilà, donc viralité et bulle. Voilà, les deux effets. Et je conclus ce petit segment de ma conférence en disant que tout cela contribue à la radicalisation des esprits. Ça contribue à la radicalisation des esprits. Parce que les uns et les autres, nous évoluons dans des univers qui sont un tout petit peu trop contrôlés, hein, dont nous avons exclu. Alors, moi, bon, vous allez me dire, t'exclus tous les mecs d'extrême droite. Bon. Oui, mais on peut aller plus loin. Je peux exclure LFI. Je peux exclure le PS. Je peux exclure tous ceux avec quoi j'ai un quelconque désaccord. Mais alors, si je vais loin là, où ça me mène, c'est un truc de fou. Hein. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Hein. Ouais. Voilà. Ça fait peur. Donc, eh bien, ça c'est quelque chose à quoi il ne faut pas se laisser aller. Ce petit segment-là, vous le retrouverez dans la conférence sur les médias que j'ai faite. Vous trouverez ça sur le site des Amis de la Liberté. C'était à Garibaldi. Hein, c'était pas dans le cadre du séminaire ou des ateliers débat. Donc, il y a une raison à garder. Hein. Il ne faut pas se laisser embarquer en ce qui concerne l'intelligence artificielle dans des comportements qui vont nous amener à des outils qui ne seront plus adéquats, qui ne répondront plus à des enjeux sociaux, etc. Autre type de réflexion sur l'intelligence artificielle, c'est la question du gigantisme. Complexité, gigantisme. Je l'ai un tout petit peu dit, mais sans insister, j'y reviens, et cette fois-ci j'insiste. L'intelligence artificielle, la grande caractéristique, c'est qu'elle s'appuie sur des ensembles de données qui sont absolument gigantesques. Dans certains cas, ça peut même être pratiquement tout l'Internet dans son entier. C'est vraiment gigantesque, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Et donc, il y a des enjeux qui sont liés à ça. Les enjeux, c'est la question des data centers qui, en relation avec ce que je viens de dire, sont de plus en plus nombreux et eux-mêmes de plus en plus gigantesques. On est en train de se demander où on va avec les data centers. Je ne sais pas si vous avez vu des débats là-dessus. Il y a un débat là-dessus. Le débat, c'est chaque pays est en train de se doter d'un nombre très impressionnant de data centers, sauf que les data centers, ça pompe la nappe phréatique parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau et ça sollicite d'une manière considérable le réseau électrique. Besoin de beaucoup d'électricité. Donc là, il y a un bilan énergétique catastrophique sur lequel, eh bien, il faut être vigilant et conscient. Non, je suis en train de me dire, peut-être que c'est parce que je ne suis pas tout ça,
Mais on n'en entend pas vraiment parler de ce problème d'énergie qu'on dépense pour l'intelligence dans les médias. On n'en entend pas trop parler, mais dans les publications sur l'intelligence artificielle, dans les travaux de recherche aussi. Mais on ne met pas ça comme problème devant le public, les citoyens. Alors, les écolos sont déjà mobilisés. Oui. Là où des centres des data centers sont en construction, en France, il y a beaucoup de data centers en construction. Le gouvernement pousse cette orientation. Et donc, un peu partout en France, il y a des data centers en construction et les écolos sont mobilisés. Peut-être que ça ne transparaît pas dans les médias de grand chemin. Mais à la différence de la France, c'est comme dans l'énergie nucléaire, c'est qui facilite les choses. Mais on en parle peu aussi, mais pour moi, c'est d'avoir notre propre indépendance. Parce que là, on dépend tout des États-Unis. Le moindre mail, tout ce qu'on fait sur Facebook et tout, ça part tout d'abord aux États-Unis, ils enregistrent tout. Donc si demain, parce qu'on commence à parler même, le gouvernement, etc., si d'autres applications propres à nous, Google, il faut s'en passer, il faut un réseau français, comme l'intelligence artificielle. Bon, malheureusement, il y avait Gemini qui a deux entreprises à Sophia Antipolis et Gemini. Bon, on a vendu une partie aux Américains et on licencie 200 personnes. Donc on a quand même des potentialités, mais là on trahit la France. Je veux dire, mais on a besoin d'être indépendant. Moi, je me suis toujours interrogé pourquoi Monaco a pris la 5G chinoise. J'ai une idée. Xi Jinping, quand il est venu, il est allé voir le prince de Monaco, après Strozzi, parce que Nice était jumelé avec une ville chinoise, et Macron, il a été vu après. Mais moi, à mon avis, c'est tout simple, c'est que je pense, comme Monaco, ça permet de blanchir de l'argent, ça permet, et comme vous savez, que tout citoyen américain est imposable là où il se trouve, de partout. Et donc là, on arrive à savoir, et qu'est-ce que c'est qui m'a fait ce truc? C'est que la Suisse, les États-Unis ont demandé la liste des ressortissants américains qui sont en Suisse, et la Suisse, elle préférait payer quelques milliards plutôt que donner les noms. Et je pense que Monaco, parce que c'est surprenant, donner aux Chinois, je ne sais plus quel truc, c'était, et Xi Jinping est venu, bon, Monaco, c'est quand même important, c'est le plus petit État de la planète, et puis il y a le pape qui va venir à la fin du mois, parce que c'est un État religieux, catholique. Oui. Bon, ça, c'est l'anecdote. Mais il y a quand même, moi je suis pour qu'on développe, qu'on soit autonome et ne pas dépendre des Américains, surtout qu'aujourd'hui, ils veulent être un empire, ils veulent dominer la planète. On voit surtout, on voit les guerres qui, soi-disant, ils veulent le prix Nobel de la paix, je vais dire, on diffuse. Et par contre, les médias français, elles ne respectent pas, parce que Trump, ça c'est l'anecdote, mais Trump, il dit plus ministre de la Défense, ministre de la guerre. Mais nos médias, ils ne le disent pas, le ministre de la Défense et tout. Il faut dire ce que c'est. Et c'est comme cela qu'on appelait avant les ministères de la Défense, ministère de la guerre. Hein? Oui, surtout que c'est lui qui a décidé de changer l'appellation. Alors, sur les data centers, donc il y a un débat qui est né il y a pas longtemps, il y a 1 an ou 2. Tout le monde est assez d'accord pour dire que mettre des data centers partout, ça ne sera pas viable. Donc,
il y a une première hypothèse qui consisterait à les mettre dans l'espace. Donc, ça, c'est une hypothèse que Musk pousse, mettre des satellites et voilà, je ne rentre pas dans le détail, je ne le connais pas de toute manière. Bon, donc, et on communiquerait avec des data centers dans l'espace. Bien. Et puis, deuxième hypothèse, il en apparaîtra peut-être d'autres au fil du temps, mais deuxième hypothèse, c'est de les mettre dans le fond des océans. Voilà. Dans les deux cas, il y aurait, nous dit-on, il y aurait de grosses économies d'énergie faisables dans l'espace, les températures, je ne sais pas combien, c'est moins 50, moins 100, j'en sais rien, enfin bref, donc il ne serait plus nécessaire de refroidir les data centers, et dans le fond des océans, même chose, plus besoin d'eau, d'électricité, etc., etc. Bon. L'électricité, il en faut pour faire marcher tout le système. Oui, mais disons qu'il n'y aurait plus besoin d'eau, etc. Mais là, on apprend maintenant que les Chinois, ils ont... Les Chinois, ils ont un système qui consomme moins d'eau et moins d'électricité. Oui. Parce que aujourd'hui, ils avancent à une vitesse extraordinaire. Voilà. Donc, je vous le signale. Maintenant, je ne sais pas quand tout ça va déboucher. Les écolos, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que dans les océans, ça me semble... Non. Les écolos, ils condamnent l'installation, disons, à tout va, de data centers sur la Terre. Ah, d'accord. Parce qu'ils disent que ça appauvrit les nappes phréatiques. Alors, l'électricité, comme tu dis, effectivement, nous encore en France, c'est pas trop grave, parce que l'électricité nucléaire, quand même, elle est là. Mais il y a des pays... voilà. Donc, il y a cet enjeu énergétique, qui vivra verra. C'est typiquement le genre de débat qui est apparu récemment et dont on verra comment il évolue. Sur le machine learning ou apprentissage machine, je vous signale ce document, Apprendre le machine learning en une semaine, de Guillaume Saint-Cyr. Guillaume Saint-Cyr. Il est disponible sur Internet gratuitement. Voilà. Celui ou celle qui veut quelques informations supplémentaires sur le machine learning, évidemment, peut y avoir recours. Je vous signale aussi un autre document, Militer avec l'IA. Militer avec l'IA. Il a été établi par un groupe de chercheurs, Anthony Bourdelle, Anaïs Flé et Hugo Pompougnac. Hugo Pompougnac est peut-être un peu connu à Nice parce qu'il est venu faire une conférence sur l'intelligence artificielle. Il doit y avoir 2 ou 3 mois à la FSGT, organisée par Viva. Voilà. Et donc là, vous avez des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle. Je vais vous en donner quelques-uns. Pour vous donner une idée du dialogue que l'on peut engager avec une machine. Je suis sûr que vous n'avez pas de notion de ça.
Par exemple, vous pouvez dire à l'intelligence artificielle: je prépare une réunion sur le logement social. Peux-tu me lister 5 arguments contre la privatisation des HLM? Voilà une question que l'on peut poser à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle va vous répondre, l'intelligence artificielle? Elle va vous répondre: voici, mais en quelques secondes, attention. Voici 5 arguments clés. Donc je la cite. Voici 5 arguments clés. 1. Hausse des loyers. Je répète la question. Je prépare une réunion sur le logement social. Peux-tu me lister 5 arguments contre la privatisation des HLM? Et donc, voici 5 arguments clés. 1. La hausse des loyers. 2. L'exclusion des ménages modestes. 3. La spéculation immobilière. 4. La perte de mixité sociale. 5. Le désengagement de l'État. Et l'intelligence artificielle va, pour finir, vous poser à vous qui lui avez demandé ça, elle va vous poser la question: veux-tu que je développe un point en particulier? Voilà la réponse. Autre exemple de langage, de conversation. Là, la tâche, en quoi consiste-t-elle? Alors évidemment, je vous rappelle, militer, militer avec l'intelligence artificielle. Donc là, un exemple, c'est quoi? Rédiger un tract court et mobilisateur. Et vous pouvez adresser à l'intelligence artificielle cette demande. Ouvrez les guillemets. À partir du communiqué mis en pièces jointes, rédige un tract avec un texte de 500 caractères, une demi-page, pour une manifestation contre la politique du gouvernement en t'appuyant sur ce communiqué, la pièce jointe. Utilise un ton combatif en résumant les 3 arguments clés du communiqué et l'appel à rejoindre la manif. Réutilise le titre du communiqué et ajoute un slogan accrocheur. Voilà un exemple de demande que l'on peut adresser à l'intelligence artificielle. On a le texte de l'IA? Alors, le texte de l'IA, moi je ne l'ai pas, mais il est, la réponse, elle est là-dedans. D'accord. Là, j'utilise un résumé que j'ai fait de cette... Là, il y a 30 pages. J'ai résumé les 30 pages en 4 ou 5 pages. J'utilise mon résumé. Bon, alors évidemment, soyons bien d'accord, la réponse de l'IA, elle va prendre une demi-page, 3 quarts de page, et il faut tout relire, il faut tout vérifier. Il ne faut pas se laisser emboupiner comme ça. Il faut tout relire, et de préférence collectivement, bien sûr, c'est encore mieux, collectivement, évidemment, parce que l'IA, elle peut très bien laisser passer quand même des choses olé olé. Mais dans ce genre de questions qu'on lui pose, c'est très, comment dire, les réponses apportées, elles peuvent être des réponses, je vous dis, de droite ou de gauche, ou les deux, ou je sais pas moi. Parce que où elle pioche ça, elle va piocher dans quoi? Dans la pièce jointe. Ah, c'est la pièce jointe, d'accord. La personne qui pose la question, elle apporte une pièce. Elle apporte une pièce jointe. Oui, parce que sinon, je ne voyais pas trop. Donc, quand même, elle est garantie. D'accord. Ok.
Autre exemple. Et est-ce qu'on peut lui poser ce genre de questions sans mettre de pièces jointes? Alors là, elle va faire la folle, l'intelligence artificielle. Non. Ah non? On peut. Et mais à ce moment-là, la base documentaire n'est plus la même. Ouais. Parce que là, la base documentaire, c'est une pièce jointe. Oui. Donc, si je ne fournis pas de pièces jointes, il faut que je permette à l'agent IA d'aller chercher ses réponses sur Internet. Oui, donc là, ça c'est curieux de voir. Ah ben là, ça peut être casse-gueule. Ah ouais, complètement. Ça peut être casse-gueule. Alors là, il faut encore plus vérifier. Parce qu'elle peut faire un texte complètement baroque, quoi, avec des idées de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Bien sûr. Tout mélangé. Bien sûr. Donc, autre exemple, toujours militer avec l'IA, autre exemple. Transformer un article en script pour une vidéo courte de quelques minutes. Un script, c'est-à-dire décomposer un texte en séquences que des personnes vont lire, vont jouer. Voilà un exemple de demande que l'on peut alors en ce moment-là formuler. Transforme l'article mis en pièce jointe en script pour une vidéo face caméra de 2 minutes. Utilise un ton engagé avec des phrases courtes et des silences pour respirer. Parle directement à la caméra comme si tu t'adressais à des camarades. Voilà. Tout ce que je viens de vous dire, ça a un nom. Tous ces textes, toutes ces commandes que je viens de vous dire, ça a un nom. On appelle ça des prompts. P-R-O-M-P-T. Prompt. C'est encore pareil, hein, c'est le vocabulaire intelligence artificielle. On pourrait aussi bien dire requête. Une requête. Ou une commande. Je commande telle. Commande rapide, quoi. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Prompt. Voilà. Bien. Vous voyez que il y a un art du prompt. Vous avez vu là, hein, les exemples sont donnés, c'est pas pour rien hein, que les auteurs donnent des exemples. C'est parce qu'après ils commentent, moi je ne vous donne pas les commentaires, je survole le truc, hein, mais il y a un art du prompt. Chaque mot, chaque virgule de vos prompts va influencer la réponse, évidemment. Hein, donc il faut faire très attention. Parce que l'IA, encore une fois, elle n'est ni intelligente ni artificielle, elle va aller chercher sa réponse, soit dans un texte, ce qui est la meilleure situation, hein, même si ce texte fait 10 pages ou 30 pages, ce n'est pas un souci, l'IA, elle va en faire son affaire sans aucun problème, elle va réduire ça à une demi-page sans aucun problème. Bon, mais là, vous savez que vous avez fourni un texte qui a votre aval, parce qu'il vient de la CGT, il vient... Donc, il faut bien penser ces prompts et il y a un art du prompt. Je me contente de vous signaler qu'il y a un art du prompt. Je ne vais pas plus loin, hein, bien entendu. Vous avez des techniques de prompt diverses dans lesquelles je n'entre pas. Mais les techniques, elles sont faites par les demandeurs, les hommes. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et il y a des manuels qui vous expliquent des différentes manières de rédiger des prompts. Ce que j'en tire, c'est que, au fond, ça va être ces questions, elles vont être. L'IA va répondre par une pensée unique, finalement. Enfin, j'en sais rien, mais elle va piocher dans quoi? Dans les 2 exemples que je vous ai donnés, l'IA plonge dans un document joint. Voilà. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir si on ne donne pas de document joint, comment elle se débrouille, et s'il y en a 10 qui demandent la même chose, est-ce que ça va être la même chose pour les 10? Bien sûr.
Bah, je trouve parce que ça fait penser rétréci. Quoi. Si on fait ça, ouais. moi j'utilise l'intelligence artificielle de deux manières. Soit je l'utilise comme ce que je viens de dire, à partir d'un document joint. Il peut y en avoir 20, 30, 40, 50 des documents joints. Oui. La quantité ne fait pas peur à l'intelligence artificielle. Non, et le document joint, c'est un choix de ta part. C'est un choix de ma part. C'est un choix réfléchi, machin. Je sais quels sont orientés. Voilà, exactement. Je sais quels sont les documents que je joins. Ça peut être d'ailleurs des documents que j'ai rédigés moi-même. Oui. Ou que je connais. Il n'y a aucun souci. Je joins 50 documents et je demande à l'intelligence artificielle de travailler à partir de là. Bien. Ça va. Bien. Ou bien, on fait la même requête que celle que je vous ai dite, mais là, pas de document joint. L'agent IA va aller chercher la réponse sur l'Internet. Oui. Alors là, attention, méfiance. Parce que on va forcément retrouver dans la réponse des généralités. Des idées générales colportées par les médias, etc. Forcément. Moi, je pense que ça n'empêche pas de procéder ainsi, mais dans le prompt, je conseillerais de préciser, de demander à l'intelligence artificielle de distinguer dans ses réponses des réponses de droite ou de gauche, pour obliger l'agent à ranger. La vision de droite et la vision de gauche. Ben oui, Sinon... bien sûr. Sans doute que cela ne réglerait pas tout parce que l'agent IA peut très bien estimer que telle ou telle idée est de gauche, alors que peut-être nous, on va penser qu'elle est de droite. Oui, parce qu'il y a un mot qui lui a fait dire de gauche. Voilà, ça ne règle pas tout. Encore une fois, il faut toujours tout vérifier. Tout vérifier. Ouais. C'est un règle numéro 1 avec l'intelligence artificielle. Toujours tout vérifier, mais pas faire semblant. Parce qu'il y a des détails dans une réponse de l'intelligence artificielle qui peuvent paraître anodins ou corrects et qui ne vont pas l'être, pour une raison ou pour une autre. Donc il ne faut pas se laisser embarquer, il faut analyser tout, les parenthèses. Et il y a de la censure aussi. Oui. Parce que moi, je me suis amusé à écrire Trump est un nazi. Et on me répond, je ne comprends pas. Eh oui. Oh là là. Eh oui, bien sûr. Oh, dis donc. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Par contre, si je marque Trump, c'est le nouveau Dieu, je suis sûr que ça passe. Tu trouves. Essaie de le faire. Ouais. Je voulais savoir, quand tu dis que tu travailles sur l'intelligence artificielle, c'est sur Google. Je n'ai pas la connaissance. Oui, d'accord. C'est Google que tu vas rentrer dans ce Google-là? Alors, il y a plusieurs... Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de situations. Je vais t'en donner une première. Une première formule. C'est ce que j'ai... Alors, il faut que je retrouve. Et là, tout le monde peut le faire. Tu peux, enfin, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle lechat.mistral.ai. Alors, je vais l'écrire. Donc, le chat, tout attaché, .mistral.ai.
Donc, je vous engage à y aller et vous serez d'emblée plongé dans l'univers de l'intelligence artificielle. D'accord. On fait ça sur Google. Dans un site internet quelconque. Ah d'accord, d'accord. Un moteur de recherche quelconque. Okay. Comme ChatGPT on rentre dedans. Gemini. Voilà. Alors, ChatGPT est une alternative à ça. Vous pouvez aussi faire ChatGPT. À partir de là, on est dans l'intelligence artificielle. Là, vous êtes projeté dans le monde de l'intelligence artificielle et vous allez déclarer votre compte, etc. Il n'y a pas de souci. C'est français en plus. C'est français. C'est français. Voilà. Faites-le. Moi, j'ai Gemini sur mon téléphone, Oui. j'ai rien demandé, Oui. et c'est arrivé d'un coup il y a quelques mois. Bien sûr. Tous ceux d'entre nous, bien sûr, tous ceux d'entre nous qui ont un compte Google, quel qu'il soit, ils voient apparaître Gemini sur leur tablette, leur téléphone, etc., etc. Donc Gemini, c'est Google. Alors, il faut aller voir. Il faut aller voir. Donc ça, c'est une première façon. Deuxième façon de faire. Avec Google cette fois-ci. Donc c'est... là, il faut que je vérifie l'adresse pour ne pas dire de bêtises. Alors, c'est ce que font la plupart des personnes. Ce que tu dis toi là. voilà, donc moi je le fais. Donc ça c'est une première solution. Deuxième option, et vous allez voir, c'est faire minuscule. Donc la deuxième option, c'est Notebook LM. N majuscule. Notebook, alors mon cas il est un peu trop gros, c'est K minuscule. Hein. Oui, K minuscule, d'accord. LM, Notebook LM. Ça, c'est un service Google gratuit. Là aussi. Gratuit. Là aussi. Donc gratuit. Je vous engage à y aller, à vous déclarer, et ainsi de suite. Alors, Notebook LM, beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce que ça vous permet de créer un univers d'intelligence artificielle que vous allez pouvoir contrôler. Comment ça? Dans Notebook LM, vous allez pouvoir créer des fichiers, des dossiers, ADL, etc., etc. Hein, tout ce qu'on veut. Bon. Et dans ces dossiers, vous allez pouvoir mettre des fichiers, des documents, texte, vidéo, etc. Après quoi, alors vous avez la possibilité de mettre 50 documents dans chaque dossier. Alors qu'ils ne viennent pas tout seuls. Ah ben non, il faut que je les mette. Faut que je les mette. Donc c'est moi qui trouve, ça peut être soit mes propres documents. Mais comment tu les introduis, ces documents? Alors, dans Notebook, il y a la fonction ajouter. Notebook a tout prévu. Vous allez voir. Notebook vous invite à ajouter des documents. Et alors et après, vous allez... Mais tu les photographies, tu fais... Pas du tout. Non, pas tu du mets tout. le titre. Ah, non. Ajouter, après, tu as une fenêtre qui t'invite à naviguer dans tes fichiers, et ça tu connais, et donc tu vas chercher dans tes fichiers, tu vas chercher celui que tu cherches. D'accord. Ok? Voilà. Et après, tu fais inclure, et il va direct dans ton dossier de Notebook LM.
Tu peux faire ça 10 fois, 20 fois, 40 fois, 50 fois maximum. Et l'intérêt d'avoir ça? Alors, quel est l'intérêt? C'est que, à partir du moment où on est capable de faire fonctionner l'intelligence artificielle à partir de documents que nous connaissons, que nous avons même éventuellement écrits nous-mêmes, ou bien que nous approuvons. Ça peut être une déclaration politique, etc. Voilà. À condition de l'avoir sous forme de fichier. Hein. Il y a plein de choses qu'on a sous forme de fichier. Bon, donc voilà. Eh bien, après, on pose des questions à l'agent IA, notre Boukalem, et il va vous y répondre. Il va vous y répondre. Je vous donne un exemple qu'on connaît, que j'ai déjà raconté plusieurs fois. Je suis en train de rédiger des textes dans la perspective du 40e congrès du parti. Et j'ai rédigé des textes, des gros textes, hein, 50 pages, 100 pages, 150 pages, etc. Des trucs non costauds. Eh bien, notre Boukalem, je lui ai donné un texte de 50 pages et je lui ai demandé de me faire une présentation de ce texte sous forme d'entretien. Eh bien, il m'a fait une présentation sous forme d'entretien d'un quart d'heure, entre un homme et une femme. Je vais vous dire, on a lu ça ensemble il y a 2 ou 3 mois maintenant. C'était bluffant. C'était totalement bluffant. Moi, tout y était, le rédacteur du document, je n'y ai rien trouvé à redire. Rien de rien. C'était vraiment bien. Un truc de fou. Avec des voix. Avec des voix, etc. Bon. Mais, bon, le document, je le connaissais, je l'ai écrit, je l'ai mis dans le dossier et j'ai passé ma commande. J'ai demandé un certain nombre de signes, de caractères, hein, pour avoir un document plus ou moins à la taille que je voulais. Et puis voilà. Et l'intelligence artificielle, elle vous fait ça. Elle vous fait ça. Donc, je vous ai donné des exemples la semaine dernière. Hein, je vous les ai indiqués la semaine dernière. Je vous ai fourni une histoire des révolutions industrielles en 1 page et demie ou 2 pages, un truc comme ça. C'est l'intelligence artificielle qui me l'a faite. Oui, tu l'as dit. Ouais. Dans le même texte, il y a des notes de pas de page que je vous ai mises aussi, qui viennent de l'intelligence artificielle. Voilà. Alors évidemment, j'aurais très bien pu ne pas le dire. Là, c'est l'honnêteté, il y a aussi des choix à faire. Si on fait ça, je pense qu'il faut le dire. Hein. Dès qu'on fait appel à l'intelligence artificielle, il faut le dire, évidemment. Attention, il ne faut pas tricher. Après, c'est juste à côté. Hein. Par exemple, concernant les 2 villes, par exemple, la ville de Montpellier, là, je suis sur le local, la ville de Montpellier, la ville de Toulouse. J'ai entendu des camarades, par exemple, où on était municipal, de chez nous, quoi. Ils disaient il y a la gratuité à Toulouse, il y a la gratuité à Montpellier. Il y a un monsieur aussi dans le bus, je parlais avec quelqu'un, il s'est mis dans la conversation, il a bien fait, et qui m'a dit, ce monsieur, qui me dit qu'il connaissait bien la ville de Montpellier et de Toulouse, et que là, il y avait la gratuité le week-end. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur... après, j'ai dit, bon, j'ai rien dit, ni avec les camarades, ni là-bas, parce que bon, ils m'ont dit ça, une camarade. Je suis allé voir à la section du PCF, puisque j'ai pas internet. J'ai dit, je vais essayer de trouver les bonnes infos. Donc je suis allé Google, tout simplement, et j'ai mis simplement sur ce qui est indiqué, à Montpellier, concernant la ville de Montpellier,
est-ce qu'il y a la gratuité? Après, j'ai fait pareil. Concernant la ville de Toulouse, est-ce qu'il y a la gratuité? La gratuité, j'ai mis quand même, moi j'ai pas trop la connaissance, hein, mais c'est pas évident à avoir, j'ai mis du temps et encore, alors il y a plein de choses de texte qui apparaissent, j'ai eu du mal. Donc c'est vrai que je ne suis pas un champion de l'informatique, mais j'ai eu du mal. Alors finalement, au bout d'un, je ne sais plus combien de temps, j'avais peut-être un peu marre aussi. Bon, j'ai trouvé en gros des petites informations comme ça, 3-4 lignes qui apparaissent. J'en ai pris aussi par exemple la dépêche de la presse, j'ai trouvé quelques infos. Et en résumé, la ville de Montpellier, ils ont la gratuité des transports en commun, le bus et le tram, que ce qui est apparu. Pour la ville de Toulouse, à part, alors bien sûr il y a plein d'informations concernant ceux qui sont au RSA, alors d'après ce que j'ai compris, des personnes percevant le RSA et autres, là ils ont la gratuité par plus de 75 ans. Voilà, et là j'ai lu une info, alors je la prends comme elle était indiquée, le PCF pour les élections municipales à Montpellier, il propose la gratuité des transports en commun, comme le modèle qui s'est fait à Montpellier, c'est-à-dire par étapes. D'abord, les retraités et les jeunes de moins de 18 ans, par exemple, ils auront tout de suite la gratuité. Après, d'abord, avoir analysé la situation financière, parce qu'il faut payer, ça coûte, tout ça. Alors, d'abord, il y a une analyse. Deuxième, encore après, assez rapidement, même j'ai vu marquer aussi la gratuité pour tout le monde samedi et dimanche. Et après, il y a la troisième partie qui est indiquée. Je dis que c'est pas évident, je me suis vraiment donné du mal, mais j'ai pas vraiment bien réussi. Et à peu près, après, il y a marqué la gratuité totale des transports en commun, tram et bus. Je suppose qu'il y a le tram aussi à Toulouse pour tout le monde. Alors, mais c'est moi qui ne sais pas Montpellier, j'y étais, en effet, mais c'est pour les résidents de Montpellier. Moi, par exemple, t'as raison. Alors, il n'y a rien pour pointer, mais j'ai la copine de mon fils qui, avec son téléphone, m'a pris un billet. Alors, mais on ne pointe pas rien. Hein, je vais te dire. C'est pour les résidents, pour les habitants. Mais métropole comprise. Hein. Je vais te dire. Ton intervention, en fait, elle va nous donner l'occasion de faire la différence entre Internet et l'intelligence artificielle. Donc j'étais sur Internet en fait. Donc. oui. Oui. Ok. Alors. J'y étais pas. Tu étais sur Internet. Donc, tu as consulté. J'ai mis du temps. Hein. Oui. Exactement. Tu as consulté X sites. Bon. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait par rapport... Alors, mettons que tu as consulté, allez, on va dire, 50 sites. Admettons. Hein, ça t'a pris une plombe. Bon. Tu n'as pas lu les 50 parce que tu en avais marre, bien sûr. Donc, mais tu as consulté 50 sites. Chacun avait son adresse URL, Internet. Son adresse Internet. Quand on veut se saisir de ça pour l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je ferai moi avec Notebook LM? Je crée un dossier, gratuité des transports publics, et après, dans ce dossier, je mets les 50 adresses Internet dans le dossier. Les 50 adresses Internet. Il les a transférées dans le dossier. Oui. Ah oui, il a consulté. Je dis 50, c'est peut-être 30. Oui, j'avais peut-être consulté, pas tant que ça. Ouais. Non. Mais ça se révèle. Mais 30 ou 50, on s'en fout. On les met dedans. Voilà. Les adresses Internet que tu consultes, tu les mets dans un dossier gratuité transport public. Voilà. Et après, une fois que ton dossier est alimenté avec ces 30 ou 40 adresses, il te reste quoi? À rédiger une commande, un prompt. Ah oui, le fameux prompt. Le prompt. L'exemple de prompt que je vous ai donné. Rédiges, qu'est-ce que tu mets? Et bien là, moi, je rédigerai, alors, sous couvert, il faut y réfléchir, mais tu pourrais rédiger un prompt
du genre je souhaite. Ah oui, la formulation est Ah importante. oui. Oui. Précise et importante. Eh oui, Je demande une présentation méthodique et complète de tous les arguments pour et contre la gratuité des transports publics. Je souhaite que soient mis en exergue les arguments de Montpellier, ceux de Toulouse, voilà. Que chaque système de gratuité soit bien... là, je suis dans le désordre déjà. non, mais ça permet de... Je souhaite que chaque système de gratuité soit bien décrit. Voilà, c'est ça qu'il nous fallait avoir. Ouais. Voilà. Et oui, c'est ça la Des confusion. choses comme ça. À chaque fois, il y avait 5-6 lignes, mais je m'y trouvais, je me trouvais Et, pas, parce que il n'y avait pas ces précisions que je voulais bien claires. Je pense Ce que tu viens de dire toi, voilà, je pense que tu peux aller jusqu'à demander à ce que les résultats soient présentés sous forme de tableau, avec Voilà. de 2 colonnes, une colonne pour Montpellier, une colonne pour... Voilà. Tout ça à préciser dans le prompt. D'accord. Voilà. Donc comme ça, l'agent d'intelligence artificielle sait comment... Il y a peut-être d'autres choses à prévoir. Hein. Bon, là, j'improvise, là. Hein. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres choses. Bon, mais bref, voilà le genre de prompt à rédiger. Et là, je vais te dire, tu vas rester sur le cul. Ouais, j'aurais quelque chose de... Tu vas rester sur le cul. Et pas la confusion dont je me suis trouvé. Tu vas tout retrouver. Parce que dans les trucs qui apparaissaient sur 4 lignes, 5 lignes, j'arrivais pas à m'y retrouver. C'était pas clair. Tu vas tout retrouver. C'était difficile. Voilà, tu vas tout retrouver. Alors, il est 8h05. Pour conclure, on l'a un tout petit peu abordé au début, vous savez, c'est que ça les chatouille et ça les gratouille, que l'intelligence artificielle dépasse l'homme, dépasse l'être humain. Ah oui, ça c'est ce gros problème. Ah ouais, ça aussi, peut-être, ça nous... Je crois pas, moi, mais bon, je sais pas, dis-nous. Donc, là aussi, il y a des débats, Ouais. des débats. Ils aimeraient, les spécialistes d'intelligence artificielle, aussi des philosophes, des essayistes, ceci, ça, des chercheurs, notamment Le Kuhn, que j'ai déjà cité, de Facebook. Beaucoup aimeraient concevoir des applications capables du bon sens humain, qui permettraient à n'importe quel humain de réagir à peu près correctement lorsqu'il est confronté à une situation inédite. Bon, À n'importe quel humain à n'importe quelle quelle application, oui, que ça serait de réagir, comme un humain. de réagir comme un humain. Donc ça, c'est un rêve. Là aussi, il y a un débat. Il y a un débat, bien entendu. Vous avez ceux qui pensent que c'est possible et ceux qui pensent que ça ne l'est pas. Évidemment. Yann Le Kuhn de Facebook, ça le chatouille et ça le gratouille. Il a tendance à y croire, ou alors il voudrait y croire. Il dit: les cerveaux des mammifères ou des êtres humains sont des machines qui calculent, et ces calculs sont en principe reproductibles par une machine électronique, un ordinateur. Voilà ce qu'il dit, Le Kuhn de Facebook. D'autres chercheurs ne sont pas d'accord. Bon, le débat, je pense qu'il sera réglé par la réalité, bien entendu. Mais Le Kuhn, quand même, il n'est pas comme ça, il n'est pas sur une planète, hein, il est dans Facebook. Donc il voit bien quand même un minimum de choses. Et il reconnaît: nous sommes incapables de concevoir et de construire des machines qui approche la puissance du cerveau humain avec ses 86 milliards de neurones et sa puissance consommée par rapport à 86 milliards de 25 watts. Ce qui n'est pas grand-chose. Mais, donc il y a un débat. Moi,
dans ce débat, j'introduis un argument de Pompougnac, que j'ai cité, l'un des auteurs de cette brochure, l'argument qui me paraît tout à fait sensé, c'est de dire qu'un modèle du monde, si on veut une application qui répond comme un humain, c'est-à-dire qu'il faut que cette application, on lui ait fait ingurgiter un modèle du monde comme peut en avoir un humain. Hein, vous et moi. Eh bien, Pompougnac, il dit, un modèle du monde n'est pas simplement le produit d'un cerveau individuel, mais aussi le résultat d'une socialisation porteuse de valeurs et de comportements très différents suivant l'appartenance des individus, les échanges qu'ils ont entre eux, l'interaction avec le monde, bref, de la vie sociale. Et là, ça m'amène à rappeler un texte de Marx. Encore Marx. Je le fourre partout. Marx, dans les thèses sur Feuerbach, l'une de ses thèses consiste à dire, elle est très connue, c'est la 6e thèse, l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Pompougnac, c'est ce qu'il dit. Voilà. Bon, bref, c'est ça qui me fait dire que des agents IA égaux aux êtres humains, ce n'est pas demain la veille. Ce n'est pas demain la veille. Autre débat, je le mentionne sans entrer dedans, c'est le débat, mais c'est peut-être aussi un peu pour se faire peur, vous savez, qu'est-ce qu'il arriverait si un agent IA, on ne pouvait pas l'arrêter? On voulait l'arrêter et qu'on n'y arrive pas. Donc, mais vous avez des chercheurs, des philosophes, etc., qui se font peur avec des débats comme ça. Moi j'ai une réponse, hein, il faut retirer la prise. Il faut débrancher. Donc, et on n'en parle plus. Bon, mais c'est pour vous dire que l'intelligence artificielle donne lieu à des débats un peu de toutes sortes. Oui, de toutes sortes. Vous avez le bilan énergétique des data centers, c'est un débat. Ça, c'est un autre débat. J'en ai cité 2 ou 3 comme ça. Voilà. Vous trouverez d'autres considérations sur le texte que je vous mettrai sur Internet. Juste une chose, donc, en résumé pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est moi qui n'ai pas su me servir comme il fallait de l'Internet. Non, c'est pas ça, c'est que... Je suis m'en servir. C'est moi. Mais tu connaissais pas le truc. Non, oui, voilà. Mais là, maintenant, tu le sais. Oui, là, j'ai compris que je ne peux pas faire comme ça. Alors, quand tu auras la disposition d'un ordinateur, soit tu vas sur le Jardin Library, soit sur Notebook. Et là, j'aurais eu vraiment... Et là, tu crées le dossier. Tu crées le dossier transport public, gratuité transport public, et après, tu y mets toutes les adresses des sites internet. D'accord. Bon, si tu ne sais pas le faire, tu demandes à quelqu'un de le faire. Oui, par exemple. Non, mais là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi... Et le prompt, eh ben, moi, le prompt, je t'ai donné mon idée sur le prompt, sur la requête, hein, sur la commande. Voilà. Voilà. La semaine prochaine... la semaine prochaine, c'est quoi déjà? C'est travail productif et improductif. Alors là... Pour l'intelligence artificielle, c'est terminé. Non. Dommage. Parce que c'est bien, moi j'aime bien. L'intelligence artificielle, ça va revenir... À la rentrée, non? Pas ça? Ouais. Ça va... La semaine prochaine, le 18, travail productif et travail improductif. Le 25, dans 15 jours... Il y a du travail improductif. Eh oui. La finance. Dans 15 jours, la finance. Voilà, c'est un aspect du capitalisme. Hein. Et quel aspect
Le 29 avril. Le 29 avril. Alors après la finance, le 1er et le 8 avril, avec Robert, on va continuer ce qu'on a commencé en mars, en février. En février. C'est-à-dire Tectonique des puissances. Ah oui, voilà. On va continuer. Alors, moi je ne sais pas ce que va faire Robert, on verra, il faut que j'en discute avec lui, mais moi je vais très certainement présenter la politique extérieure de la Chine depuis la révolution chinoise de 1949. Donc je vais balayer toute la politique extérieure de la Chine. Et après, il y aura le 29 avril le techno-féodalisme, le 6 mai le capitalisme de surveillance par Google, Facebook, on y revient, là j'y reviens. Il y a 2 conférences là-dessus, le 6 mai et le 13 mai, capitalisme de surveillance. Et je reviens à l'intelligence artificielle et à l'aliénation numérique, le 20 mai, le 27 mai, le 3 juin. 3 conférences. Pardon ? Tu termines comme ça, en juin c'est terminé après. Et après le 10 juin, il y a encore une conférence Sortir du capitalisme. Voilà. Bon, enfin bref, on n'y est pas encore. Mais pour la prochaine conférence, je fais un petit mot. Ça nous permettra de comprendre aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de mots, les marchés, la finance, ça nous permettra de comprendre pourquoi maintenant les prix, alors que les prix augmentent, les prix peut-être à la pompe, c'est difficile à comprendre, alors que comprendre un peu tout ça et tous ces mots, les marchés qu'on entend à chaque fois, la finance, les marchés, c'est tous des mots qui sont utilisés. Voilà.